Votre sèche-cheveux est cassé? Attendez, ne le jetez pas tout de suite à la poubelle. Chaque année, ce sont 50 millions de tonnes d'appareils électroniques qui finissent en montagnes de ferraille. Le plastique de votre vieux sèche-cheveux mettra 500 longues années à se décomposer, pendant que le plomb et le chrome toxique, eux, empoisonneront lentement la Terre. Mais, et si on vous disait qu'à l'intérieur, il n'y a pas que du danger, mais aussi de l'or, du vrai, et que près de 90% de votre appareil, qui semble bon à jeter, peut en fait être transformé en quelque chose d'utile. Dans cette vidéo, on va suivre le voyage incroyable d'un sèche-cheveux. Depuis votre salle de bain jusqu'à une usine high-tech, pleine de robots, de presses et de fours chauffés à 1500 degrés Celsius. Regardez bien jusqu'au bout pour découvrir comment un simple sèche-cheveux participe à un processus de recyclage franchement étonnant. Alors, un sèche-cheveux contient plusieurs composants dangereux. Les éléments chauffants et les fils, par exemple, peuvent contenir du nickel, du chrome ou des soudures au plomb. Tout ça, ça pollue l'environnement. La carte électronique, elle, abrite des circuits intégrés, des résistances, des transistors. Et dedans, on peut trouver des traces de métaux des terres rares. Le plastique aussi. Il n'est pas toujours adapté au recyclage. Du coup, si vous jetez votre sèche-cheveux dans la poubelle classique, il finira en décharge. Là-bas, le plastique commencera à se décomposer. Ça peut prendre entre 100 et 500 ans. Et les métaux lourds risquent de contaminer l'environnement. Heureusement, on peut déposer les vieux sèche-cheveux dans des points de collecte spéciaux pour l'électronique. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de récupération des déchets électroniques, où l'on reprend gratuitement les appareils électroménagers pour les recycler. On peut aussi rapporter l'appareil en magasin quand on en achète un nouveau. Dans certains pays, les magasins d'électroménager sont tenus de reprendre les vieux appareils pour s'assurer qu'ils soient recyclés. Autre option, l'atelier de réparation ou une association caritative. Si le sèche-cheveux fonctionne encore, même un peu, on peut essayer de le faire réparer ou bien le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même le démonter vous-même et apporter les différents matériaux au recyclage. Bon, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais ça permet de récupérer des métaux précieux et de réduire au maximum les déchets. Franchement, pour moi, le plus simple reste de le déposer pour le recyclage. Comme ça, il partira avec d'autres appareils vers une usine spécialisée. Là-bas, le processus de recyclage commence dès la collecte et le transport. Les sèche-cheveux sont rassemblés dans de grands conteneurs, des bacs qui font entre 1000 et 5000 litres, puis transportés par camion ou par conteneur. Une fois à l'usine, les appareils sont triés par catégorie. On met d'un côté les gros appareils, de l'autre le petit électroménager, et encore ailleurs les appareils électroniques. Les sèche-cheveux, eux, sont dirigés vers une ligne de démontage spécifique. Ils sont d'abord inspectés par des employés qui portent des gants et des combinaisons de protection, histoire d'éviter tout contact avec des substances potentiellement dangereuses. Après ça, c'est parti pour le démontage mécanique. Les appareils avancent sur un tapis roulant, où une presse automatique vient casser la coque en plusieurs morceaux. Ensuite, des bras robotisés s'occupent de dévisser les vis, de séparer l'élément chauffant et les fils. Puis, c'est au tour du moteur d'être retiré. Il est intéressant car il contient du cuivre dans son bobinage. Une fois que toutes les pièces principales sont extraites, elles sont triées par type de matériau. Le plastique, par exemple, passe dans un broyeur qui le réduit en petits morceaux de 5 ou 10 mm. Ensuite, il est nettoyé et refondu pour fabriquer de nouveaux objets. Les parties métalliques, comme les fils de cuivre ou l'élément chauffant, sont envoyées dans la fonderie. Là, la température grimpe jusqu'à 1200, voire 1500 degrés Celsius. Les métaux ainsi récupérés serviront à fabriquer de nouveaux appareils électriques. Quant à la carte électronique, elle est broyée,
puis traités avec des solutions chimiques spécifiques pour en extraire les matériaux de valeur, comme l'or, l'argent et le palladium. En moyenne, près de 90% des matériaux qui composent un sèche-cheveux peuvent être recyclés. Le cuivre retourne dans l'électronique et les câblages. L'aluminium et l'acier sont réutilisés dans l'industrie automobile ou le bâtiment. Et le plastique recyclé peut tout à fait redevenir la coque d'un nouvel appareil. Les parties qui ne peuvent pas être recyclées, elles, sont dirigées vers un centre d'enfouissement sécurisé ou sont incinérées dans des conditions très strictes. Alors, qu'est-ce qui n'est pas recyclable exactement? Eh bien, certains types de plastique, comme les plastiques thermodurcissables, vous savez, ceux qui ne fondent pas et ne peuvent donc pas être remodelés. Il y a aussi les résidus de colle, de mastic et de résine. Souvent utilisés dans l'assemblage du sèche-cheveux, ils peuvent contenir des produits chimiques nocifs. Les circuits intégrés contenant des impuretés de métaux lourds ou les pièces qui sont imprégnées de substances toxiques. Ça non plus, ça ne se recycle pas. Et c'est pareil pour les restes de matériaux isolants, car ils peuvent contenir des substances cancérigènes impossibles à traiter pour le recyclage. Chaque année, le monde produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Et seulement 20% environ sont correctement recyclés. Les sèche-cheveux, comme d'autres petits appareils, finissent trop souvent à la poubelle classique. Là, leur plastique pollue l'environnement pendant des siècles. Et leurs métaux lourds contaminent l'eau et le sol. Si chacun d'entre nous prenait l'habitude d'apporter ces vieux appareils au recyclage, ça aiderait vraiment à réduire la quantité de déchets dangereux, à préserver nos ressources naturelles et aussi à diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Tout simplement parce que réutiliser les matériaux existants demande beaucoup moins d'énergie que d'en extraire de nouveaux. Rien qu'aux États-Unis, par exemple, on génère environ 7 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Et là encore, seulement 20% sont officiellement recyclés. Une fois démontées, donc, toutes les pièces du sèche-cheveux passent par une étape de tri selon leurs matériaux. Les composants métalliques. On parle ici des fils de cuivre, des pièces en aluminium ou en acier de la coque, de l'élément chauffant, atterrissent dans des conteneurs dédiés, avant d'être broyés. Le cuivre est ensuite séparé grâce à des techniques magnétiques et électrostatiques. Puis il part à la fonderie, où il fondra à 1084 degrés Celsius. L'acier et l'aluminium sont également refondus et serviront à fabriquer de nouvelles pièces pour l'électroménager ou pour l'industrie automobile. Les pièces en plastique, la coque, les boutons, l'isolation des fils, sont elles aussi broyées, mais en granulés. Ensuite, elles sont lavées et triées par type de plastique. Certains types pourront être transformés en nouvelles coques pour des appareils électroniques. Les pièces métalliques, une fois compressées en briquettes bien denses, prennent la route vers les usines métallurgiques. Là, elles seront fondues et réintégrées dans la production de nouvelles pièces. Le plastique, lui, est conditionné dans de grands sacs et transporté vers des usines spécialisées dans le recyclage des plastiques. Il y sera refondu pour fabriquer de nouveaux objets, comme des boîtiers pour l'électronique ou des composants pour les voitures. Le transport des composants toxiques et des résidus non recyclables, eh bien ça, c'est une autre histoire. C'est un processus extrêmement réglementé qui demande des autorisations très spécifiques. Pour pouvoir transporter ce genre de matière,
L'entreprise doit détenir une licence spéciale pour la manipulation de matériaux dangereux. Tous les conteneurs doivent être clairement étiquetés selon les normes internationales et être accompagnés de toute la paperasse nécessaire. Le transport lui-même se fait obligatoirement dans des camions spécialisés, équipés de conteneurs métalliques parfaitement étanches, histoire d'éviter toute émanation toxique ou fuite de liquide. Les chauffeurs, eux, suivent une formation spéciale, parce qu'en cas d'accident, la moindre erreur de manipulation pourrait déclencher une véritable catastrophe écologique. Si ces déchets ultimes ne peuvent pas être incinérés en toute sécurité, ils sont alors conduits vers des décharges spécialement conçues pour les matériaux toxiques. Là, ils sont enfermés dans des capsules en béton hermétique ou confinés dans des enveloppes de protection multicouches. Tout ça, c'est fait pour garantir qu'aucune substance nocive ne puisse s'échapper et contaminer l'environnement. Chaque minute, sur notre planète, plus de 17 tonnes de vieux cuivre reprennent vie. Et chaque câble mis au rebut n'est pas un déchet, mais une promesse de renaissance. Imaginez, les fils de vieux téléviseurs, de bureaux, d'usines, tout converge vers un seul lieu, où les broyeurs rugissent tel un monstre aux mâchoires d'acier, et où la température d'un four de fusion dépasse celle de la lave d'un volcan. Ceci n'est pas l'histoire d'un métal, mais celle d'une métamorphose. L'histoire de la boue et de la vieillesse qui redeviennent pure brillance. Restez avec nous. Ce qui vous attend, c'est une renaissance comme vous n'en avez jamais vu. Tous ces fils que vous voyez autour de vous, des vieux chargeurs aux bobines industrielles, ont une histoire. Ils ont fait partie de nos vies, ont conduit l'électricité, transmis des signaux, maintenu la lumière dans nos maisons et le rythme dans nos villes. Mais le temps passe, les objets se cassent, les systèmes se modernisent et les câbles deviennent des rebuts. C'est précisément là que leur seconde vie commence. On les collecte partout, dans les maisons, les bureaux, les usines, sur les chantiers et même dans les vieilles voitures. Imaginez un immense réseau logistique, des camions, des conteneurs, des entrepôts. Ça ressemble à une chasse au trésor, sauf que les trésors, ici, sont du métal et du plastique, enchevêtrés en écheveaux et en faisceaux. La première étape, l'arrivée à l'usine. Ici, les câbles passent entre les mains d'ouvriers expérimentés, qui ne font pas que trier. Ils sont comme des archéologues, qui déterrent le temps et les histoires cachées dans chaque fil. Ils séparent les fils en or, c'est-à-dire ceux qui contiennent le plus de cuivre, de ceux où le plastique ou l'aluminium domine. Chaque type de câble a ses particularités, et chaque centimètre a de la valeur. Ce processus est crucial, car la qualité du produit final dépend entièrement de la rigueur du tri. Mélanger différents types de métaux ou de gaines compliquerait les étapes suivantes et rendrait le cuivre moins pur. À ce stade, les opérateurs utilisent divers outils, cisailles, pinces, machines spéciales pour dénuder les câbles. Tout est fait rapidement, mais avec une attention méticuleuse. Chaque écheveau est déroulé, divisé en fractions. Câble nu, câble sous plastique, épais ou fin, en cuivre ou en aluminium. L'important est de préserver l'intégrité du cuivre, car c'est la principale richesse. Même l'odeur de l'atelier, un mélange de vieux plastique, de métal et de bobines fraîchement ouvertes, semble murmurer que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. C'est l'odeur des possibles, celle de la renaissance. Et même si cette étape semble n'être que de la simple logistique, elle ressemble en réalité à un immense puzzle, où chaque pièce compte. De la qualité et de la minutie de ce tri dépend non seulement la suite du processus, mais aussi l'efficacité écologique. Mieux on trie, moins il y a de déchets,
et plus le cuivre final sera pur. Les écheveaux sont défaits, les fils sont démêlés, mais la vraie magie n'a pas encore eu lieu. Ce qui, il y a peu, formait des kilomètres de câbles, se prépare maintenant à passer au cœur de l'usine. On l'appelle de différentes manières, le broyeur, le shredder, le monstre aux mâchoires d'acier. Mais son essence est la même, cette bête pulvérise tout. On déverse les fragments de câbles dans une immense trémie. À l'intérieur, des cylindres aux dents acérées, comme des lames de rasoir. Ils ne coupent pas, ils mâchent. Cuivre, aluminium, plastique, tout craque, grince, se désintègre en copeaux. Ce n'est pas juste du bruit, c'est le pouls d'un cœur industriel qui bat à la fréquence d'un métal nouveau-né. Les fils broyés atterrissent dans une machine où s'appliquent des lois physiques de quoi rendre Newton jaloux. Force centrifuge, vibration, courant d'air, électro-aimant. Le plastique est léger, un courant d'air l'emporte. Le cuivre est lourd, il tombe dans un autre compartiment. Même les plus petits morceaux sont triés avec une précision incroyable. Ici, le cuivre pur. Là, celui qui est peint. Plus loin, le laiton ou l'aluminium. La poussière vole, les machines vrombissent, les opérateurs surveillent attentivement les indicateurs sur leurs écrans. Parfois, une odeur de métal chauffé, d'ozone et de plastique flotte dans l'air, mêlée à la poussière et à la graisse des mécanismes. Ce n'est pas l'endroit le plus romantique du monde, mais c'est ici que naît le nouveau cuivre, pur, prêt pour le recuit, la fusion ou le tréfilage. Et comme dans les vieilles légendes sur les alchimistes qui transformaient la boue en or, ici aussi, il y a des formules. Sauf qu'à la place de l'élixir, ce sont des systèmes de pesée, de calibrage, de purification. Car dans le monde moderne, la magie, c'est de la technologie bien réglée. Les fractions broyées, déjà nettoyées du plastique, décolorées et triées, sont chargées dans le four. C'est le cratère d'un volcan industriel, où la température a dépassé les 1100 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave de certains volcans. Le métal commence à fondre en émettant un crépitement caractéristique, comme un titan qui s'éveille doucement. On ajoute progressivement des fondants dans le four, des substances spéciales qui lissent les impuretés nocives. Oxydes, saletés, résidus d'isolants. Celles-ci remontent à la surface sous forme d'une croûte de scorie sombre. On la retire manuellement, avec de longues pelles, dans une chaleur que l'on sent même à travers la combinaison de protection. C'est l'un des travaux les plus dangereux de l'usine, mais aussi l'un des plus grandioses. Ici, les hommes voient littéralement le vieux cuivre se purifier. Comment des fragments rouillés se transforment en un lac incandescent, presque solaire. Ici, même le son est différent, grave, sourd, un peu menaçant. Il semble dire « Je suis le cuivre et je renais ». Après la purification, le métal en fusion est coulé dans des moules. Ce peut être de grands lingots de cuivre pesant une quarantaine de kilogrammes ou de longues billettes cylindriques pour le laminage futur. Dans l'air flotte une odeur de brûlé et de métal qui reste longtemps dans les narines. Mais avec elle, le sentiment de quelque chose de majestueux. Quand les lingots brûlants se sont solidifiés, le cuivre ne sait pas encore ce qu'il deviendra. Son avenir est entre les mains des ingénieurs, des lamineurs, des tréfileurs. C'est le dernier acte, sa transformation en un nouveau produit, prêt à nouveau à transporter le courant, la lumière, la communication. Les lingots sont transportés vers l'atelier de laminage. Là, on les réchauffe et on les fait passer entre des cylindres géants, comme si on étalait une pâte incandescente. De plus en plus fin, de plus en plus lisse. C'est ainsi que se forme la bande de cuivre ou l'ébauche de fil,
longue et chaude comme l'aube dans le désert. Ensuite, c'est l'épreuve du tréfilage. C'est quand on étire le cuivre à travers une série d'orifices de plus en plus étroits. Ils s'allongent, s'affinent, mais ne se rompent pas. À chaque orifice, une nouvelle précision, un nouveau micron. Des dizaines de fois, il est étiré, lubrifié, refroidi. Tout ça pour qu'enfin naisse un fil fin, flexible, brillant. Il peut maintenant être enroulé sur des bobines, traité, émaillé ou allié à nouveau avec d'autres métaux pour de nouvelles missions. Parfois, on le recouvre d'un isolant, et alors, il se retrouvera dans les murs des maisons. Une maison d'habitation moyenne nécessite environ 200 kg de cuivre. Parfois, il finit dans le bobinage du moteur d'une voiture électrique. Et d'autres fois, dans les délicates bobines d'écouteurs qui transmettront la musique de cœur à cœur. Chaque minute, sur la planète, plus de 17 tonnes de ferraille de cuivre sont recyclées. Le cuivre peut être recyclé presque à l'infini sans jamais perdre ses qualités. Cela en fait le métal idéal pour une économie circulaire, un cycle vertueux. Vivre, servir, fondre et renaître. Chaque année, l'industrie du verre transforme des montagnes de sable en plus de 150 millions de tonnes de produits cristallins. Imagine une ville entière construite uniquement avec le verre produit en une seule année. Des fenêtres qui nous isolent du monde extérieur et inondent de lumière nos espaces, aux délicates fibres optiques qui transmettent l'information à la vitesse de la lumière. Le verre est un matériau fondamental dans notre civilisation. Mais comment réussissons-nous à transformer quelque chose d'aussi banal que du sable en objet d'une telle pureté, d'une telle résistance et d'une telle polyvalence? Aujourd'hui, on va faire un voyage au cœur d'une usine de verre, où l'on va assister à une alchimie moderne incroyable. Un processus où la science et l'ingéniosité transforment l'ordinaire en extraordinaire. Prêt? Le voyage du verre commence par la sélection méticuleuse de ses ingrédients magiques, une recette perfectionnée au fil des millénaires. Le composant principal, qui représente 70% à 75% du mélange, c'est le sable de quartz. Mais attention, pas n'importe quel sable. Il faut un quartz d'une pureté exceptionnelle, supérieure à 99%, pour éviter les colorations indésirables. Ce sable est extrait de carrières spécialisées et traité pour obtenir un grain fin et uniforme. À ses côtés, le carbonate de sodium, ou soude, joue un rôle crucial comme fondant. Il abaisse la température de fusion du sable, la faisant passer de 2300 degrés Celsius à 1500 degrés Celsius, ce qui représente une économie d'énergie énorme. Le troisième pilier, c'est le calcaire, carbonate de calcium, qui confère au verre sa stabilité chimique, l'empêchant de se dissoudre dans l'eau, et lui donne sa durabilité et son éclat. À cette triade fondamentale, on ajoute généralement du verre recyclé, connu sous le nom de calcin. C'est non seulement un geste écologique vital, mais ça facilite aussi la fusion et réduit encore plus la consommation d'énergie. Une fois que ces matières premières arrivent à l'usine, elles sont stockées dans d'énormes silos, comme des trésors de géants. Ici, la précision est le maître mot. Chaque ingrédient est pesé avec une exactitude presque nanotechnologique, grâce à des systèmes automatisés et informatisés, garantissant la perfection des proportions de la recette. Ce mélange, appelé composition ou mélange vitrifiable, est ensuite transporté vers d'immenses mélangeurs industriels. À l'intérieur de ces machines, les différentes poudres sont mélangées et combinées jusqu'à obtenir une homogénéité absolue, formant une poudre fine et uniforme, prête pour l'étape suivante, la plus chaude. C'est à ce stade que,
Si l'on veut créer du verre coloré, on ajoute de petites mais puissantes quantités d'oxyde métallique, de l'oxyde de cobalt pour les bleus profonds, de l'oxyde de chrome pour les verts émeraudes, du sélénium pour les rouges vifs, ou même de l'or pour les tons rubis. Le cœur brûlant de l'usine, c'est sans aucun doute le four de fusion. Ce ne sont pas de simples foyers, ce sont des colosses d'ingénierie, revêtus de briques réfractaires, capables de supporter des températures extrêmes, et qui peuvent fonctionner en continu pendant une décennie ou plus. Le mélange vitrifiable, ou composition, est introduit en continu à une extrémité du four, qui peut atteindre des dizaines de mètres de long. À l'intérieur, la température atteint des niveaux infernaux, entre 1500 et 1600 degrés Celsius, dépassant la température de la lave volcanique. Sous cette chaleur implacable, les composants du mélange commencent à fondre, à réagir chimiquement entre eux, bouillonnant intensément tandis que les gaz emprisonnés s'échappent. Ce processus, qui comprend la fusion, l'affinage, élimination des bulles et l'homogénéisation, peut durer de 24 à 50 heures, garantissant que le verre fondu atteint une consistance uniforme et une pureté optimale. Le résultat est une mer de verre liquide, brûlant et visqueux, semblable à du miel doré incandescent, prêt à être maîtrisé et formé. Une fois que le verre a atteint son état liquide parfait, l'étape fascinante du formage commence. Pour la production de verre plat, celui qu'on trouve dans les fenêtres, les miroirs ou les tables, la méthode privilégiée est le révolutionnaire procédé float, ou procédé de flottage. Inventé dans les années 1950, ce processus consiste à déverser le verre fondu en un ruban continu et contrôlé, depuis le four sur un grand bain d'étain liquide, maintenu à une température précise dans une atmosphère inerte pour éviter l'oxydation. Comme le verre est moins dense que l'étain, il flotte dessus, s'étalant naturellement sous l'effet de la gravité et de la tension superficielle. Ça crée une feuille de verre avec un parallélisme parfait de ses surfaces et une surface tellement lisse qu'elle n'a pas besoin d'être polie par la suite. L'épaisseur de cette feuille, qui peut varier des feuilles les plus fines de moins d'1 millimètre aux dalles robustes de plus de 2 cm, est contrôlée avec précision en ajustant la vitesse à laquelle le ruban de verre est tiré hors du bain d'étain. C'est de la haute précision. Pour donner vie à l'infinie variété de bouteilles, bocaux, verres et autres récipients creux, l'industrie utilise des machines de formage sophistiquées. La technique la plus courante est le soufflage-soufflage ou le pressé-soufflage, réalisé sur des machines individual section, qui sont de véritables merveilles d'automatisation. Une quantité précise de verre fondu, appelée goutte, à une température d'environ 1100 degrés Celsius, est coupée et introduite dans un premier moule, le paraison. Ici, grâce à un jet d'air comprimé ou à l'action d'un piston, on forme une ébauche creuse initiale. Cette ébauche, encore rougeoyante et plastique, est rapidement transférée dans un second moule, le moule final, qui a la forme définitive du récipient. Un autre souffle d'air dilate l'ébauche contre les parois du moule, la solidifiant dans sa forme finale. Ces machines peuvent avoir plusieurs sections travaillant en simultané, capables de produire jusqu'à 700 récipients par minute. C'est un balai mécanique de haute précision et de rapidité. Quelle que soit la méthode de formage utilisée, le verre fraîchement formé, qu'il s'agisse d'une feuille continue ou d'une bouteille individuelle, a une température très élevée et surtout
contient d'importantes tensions internes dues au refroidissement inégal de sa surface et de son cœur. Si on le laissait refroidir à l'air libre sans contrôle, ces tensions le rendraient extrêmement fragile, sujet à se casser au moindre choc ou changement brutal de température. Pour éviter ça, et donner au verre sa résistance caractéristique, il doit subir un processus de recuisson, annealing. Le verre se déplace lentement sur des rouleaux ou des tapis roulants à travers un long four-tunnel, appelé leer ou four de recuisson. À l'intérieur de ce tunnel, qui peut s'étendre sur des centaines de mètres, la température est contrôlée avec une précision extrême. Le verre est d'abord légèrement réchauffé pour uniformiser sa température interne et externe, puis il est refroidi très progressivement et de manière contrôlée, un processus qui peut durer plusieurs heures. Ce refroidissement lent permet à la structure moléculaire du verre de s'organiser et de se détendre, éliminant les tensions internes et lui conférant la stabilité et la résistance que nous lui connaissons. Une fois que le verre sort du leer, froid, stable et libéré de ses tensions, il est prêt pour les étapes finales de finition et un contrôle qualité rigoureux. Les grandes feuilles de verre float sont coupées à la taille voulue à l'aide de roues en carbure de tungstène ou de disques diamantés, souvent guidés par laser pour une précision parfaite. Les bords peuvent être polis ou biseautés pour améliorer la sécurité et l'esthétique. Ensuite, chaque pièce, qu'il s'agisse d'une feuille ou d'un récipient, est soumise à une inspection minutieuse. Des systèmes de vision artificielle modernes, équipés de caméras haute résolution et de capteurs laser, examinent la surface et l'intérieur du verre à la recherche du moindre défaut. Bulles, inclusions, distorsions optiques, variations d'épaisseur ou toute autre imperfection. Tout produit qui ne répond pas aux normes de qualité strictes est immédiatement rejeté et renvoyé au début du cycle pour être recyclé comme calcin. De nombreux produits en verre subissent un traitement supplémentaire. Par exemple, la trempe, qui consiste à réchauffer le verre et à le refroidir rapidement à l'air pour augmenter considérablement sa résistance jusqu'à 5 fois, le rendant idéal pour les portes de douche, les tables ou les vitres latérales des voitures. D'autres verres sont revêtus de fines couches métalliques pour créer des miroirs ou du verre solaire qui réfléchit la chaleur. Et voilà comment s'achève ce voyage extraordinaire. Ce qui a commencé comme de simples grains de sable s'est transformé, grâce à un processus complexe de chaleur extrême, de précision mécanique et de contrôle scientifique, en un matériau qui définit une grande partie de notre environnement bâti et technologique. Des humbles bouteilles qui conservent nos produits aux panneaux de verre sophistiqués qui habillent les plus hauts gratte-ciel du monde, le verre est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Et, peut-être, sa qualité la plus merveilleuse à l'ère moderne, c'est sa capacité infinie à être recyclé. Le verre peut être fondu et reformé encore et encore, sans jamais perdre sa pureté ni ses propriétés. Chaque fois que nous jetons une bouteille dans un conteneur de recyclage, nous contribuons à un cycle vertueux qui économise les matières premières vierges, réduit considérablement la consommation d'énergie dans la production, jusqu'à 30%, et diminue les émissions de gaz à effet de serre. Le verre, ce n'est pas juste un matériau transparent à la lumière, mais aussi un brillant exemple de la manière dont l'industrie peut se diriger vers un futur plus durable. La prochaine fois que vous tiendrez un objet en verre, prenez un instant pour apprécier l'incroyable odyssée de sa création. Chaque année, dans le monde, on extrait plus de 3 millions de tonnes de nickel, un métal sans lequel on ne pourrait même pas imaginer l'industrie moderne. Mais est-ce que tu savais que ce métal brillant commence son voyage dans les entrailles de la Terre? Dans d'énormes carrières, grandes comme des stades de foot, des excavatrices géantes avec des godets de 20 tonnes extraient le minerai qui deviendra la base de l'industrie du nickel. Et sous terre,
Dans des mines profondes, des foreuses spéciales creusent des tunnels par lesquels on remonte chaque jour des milliers de tonnes de matières premières. Ce n'est pas juste de l'extraction, c'est une véritable opération industrielle à grande échelle. Tu veux voir comment, à partir de cette matière brute, on crée du nickel pur et étincelant? Reste avec nous. Tu vas être bluffé par l'ampleur et les technologies de ce processus. Tout commence par l'extraction du minerai. Le nickel, on le trouve dans deux types principaux de minerais, les sulfures, qui sont les plus concentrés, et les latérites, moins riches en métal. L'extraction se fait soit en souterrain, soit à ciel ouvert dans des carrières, ça dépend de la profondeur à laquelle se trouve le minerai. Des dizaines d'excavatrices géantes, de tombereaux, ces énormes camions de carrière, et de foreuses travaillent dans la carrière, qui peut être aussi grande qu'un stade, voire un quartier entier. D'énormes excavatrices, avec des godets capables d'embarquer 20, voire 40 tonnes de roches d'un coup, mordent la terre en rythme, remontant des blocs de minerais géants à la surface. Les tombereaux, hauts comme des immeubles de 2 étages, font la navette sans arrêt entre la carrière et l'usine, transportant chacun 200 ou 300 tonnes de chargement. Tout ça dans un vacarme de moteurs, des nuages de poussière et l'éclat du métal sous le soleil. Sous terre, dans les mines, des foreuses creusent des tunnels et des convoyeurs spéciaux transportent le minerai jusqu'à la surface. Chaque jour, on extrait ici des milliers de tonnes de roches. Et ce flux continu de matières premières, c'est un peu comme une artère géante qui nourrit l'industrie moderne. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers l'usine, où l'attend la première étape, le concassage. D'abord, le minerai passe dans des concasseurs. Ce sont de grosses machines avec de puissants arbres rotatifs, ou des marteaux qui réduisent la roche en morceaux de la taille d'un poing, ou plus petits. Un bruit assourdissant et des vibrations remplissent l'endroit, et la poussière s'élève dans l'air comme un nuage. Ensuite, ces morceaux passent dans des broyeurs, de longs tambours cylindriques qui tournent lentement. À l'intérieur, il y a des boulets de pierre lourds, ou des barres d'acier qui, en tournant, broient le minerai encore plus finement, jusqu'à la taille de grains de sable ou même de poudre. Ce processus s'appelle le broyage fin. Tout le temps, à l'intérieur des tambours, il y a des frottements et des chocs continus qui désintègrent la roche dure en petites particules, libérant les précieux minéraux de nickel de la gangue stérile, la roche sans valeur. Cette poudre passe ensuite à travers un tamis, qui sépare les particules trop grosses et les renvoie dans le broyeur pour un broyage supplémentaire. C'est comme ça que les métallurgistes obtiennent un matériau homogène, prêt pour les étapes suivantes d'enrichissement. Quand 90% du minerai a été broyé à moins de 44 millièmes de millimètre, c'est minuscule. On le mélange avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans de grandes machines de flotation, des cuves ou des cellules qui peuvent se contenir de quelques centaines à des milliers de litres. On injecte de l'air dans cette pulpe, ce qui forme des millions de petites bulles. Ces bulles s'accrochent aux particules hydrophobes des minéraux, par exemple les sulfures de cuivre et de nickel, et les font remonter à la surface. Le processus de flottation dure entre 15 et 25 minutes à chaque étape, et le nombre de cycles ainsi que le volume des produits en circulation sont optimisés pour récupérer un maximum de métaux. En général, la flottation comprend plusieurs stades. La flottation primaire, la flottation intercyclique et la flottation sélective pour séparer les concentrés de cuivre et de nickel. Après la flottation, on obtient un concentré, où la teneur en cuivre et en nickel a considérablement augmenté, jusqu'à 10 ou 20%, et même plus, alors que dans le minerai de départ, il n'y en avait que quelques pourcents.
Les rejets de la flottation, eux, contiennent surtout de la roche stérile et une quantité minimale de métaux. Le volume des installations de flottation et le débit d'alimentation en pulpe peuvent atteindre des centaines de mètres cubes par heure. Grâce à la flottation, on récupère plus de 85% du cuivre et du nickel présents dans le minerai, ce qui en fait l'une des méthodes d'enrichissement les plus efficaces. D'énormes fours brûlent d'un feu rouge-orangé éclatant, comme si le cœur de l'usine métallurgique battait au rythme du métal en fusion. La température ici atteint l'incroyable chiffre de 1550 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave volcanique la plus brûlante. Dans ces fours, le concentré de nickel enrichi est grillé pour le débarrasser du soufre et d'autres impuretés indésirables. Le feu et la chaleur purifient le métal, en expulsant tout ce qui est superflu. Après le grillage vient le moment de la fusion. Le concentré est transféré dans des fours spéciaux où la température est maintenue si élevée que le métal se transforme littéralement en lave liquide. On y ajoute des fondants, comme de la silice, qui aident à séparer le laitier, une substance légère et poreuse qui flotte à la surface. Ce laitier, tel un nuage, recouvre le métal en fusion, le protégeant de l'oxydation. Et en dessous, sous ce nuage, se forme l'amat, un mélange fondu de nickel, de fer, de cuivre et de soufre, qui brille d'une lumière rouge intense. Les mouvements du métal dans le four ressemblent à une lente danse de vagues de feu. La conversion, c'est l'une des étapes les plus importantes et les plus impressionnantes dans la production du nickel, où le métal fondu passe par une véritable tempête purificatrice. Une cuve métallique géante, le convertisseur, d'un volume de plusieurs dizaines de mètres cubes, est remplie de mat fondu, ce mélange de nickel, de fer, de cuivre, de soufre et d'autres impuretés. La température ici dépasse les 1500 degrés Celsius et le métal brûle littéralement d'une lumière rouge vif. Dans ce métal en fusion, on commence à souffler de l'oxygène ou de l'air sous haute pression par des tuyères spéciales. On peut imaginer ce processus comme une tempête dans une mer de métal en fusion. Sous l'effet de l'oxygène, des réactions chimiques se déclenchent. Le soufre s'oxyde et se transforme en dioxyde de soufre, un gaz qui est évacué du four, tandis que le fer s'oxyde et passe dans le laitier, cette substance légère et poreuse qui flotte à la surface. Ce laitier, formé par le fer oxydé, le soufre et d'autres impuretés, s'accumule en haut et est retiré périodiquement, laissant en dessous un métal de plus en plus pur. Les langues de feu et les étincelles qui jaillissent du convertisseur pendant le soufflage créent un spectacle impressionnant qui rappelle une véritable éruption volcanique. Tout l'atelier est rempli de grondements et de vacarmes. Le processus de conversion dure de quelques minutes à une demi-heure, selon le volume et la composition du bain fondu. Il est crucial de contrôler précisément la durée et l'intensité du soufflage pour ne pas perdre le précieux nickel et obtenir un produit le plus pur possible. Une fois la conversion terminée, le métal contient environ 70% de nickel, ce qui signifie qu'il est presque prêt pour l'affinage ultérieur. L'affinage du nickel se fait le plus souvent par électrolyse. Dans des cuves spéciales, contenant des sels de métal fondu, on place des anodes en nickel semi-purifiées et les cathodes sont des plaques de métal pur. Sous l'effet du courant électrique, le nickel de l'anode se dissout sous forme d'ion, puis se dépose sur la cathode sous forme d'un dépôt métallique pur. Ce processus se déroule à une température d'environ 70 degrés et avec des densités de courant élevées, ce qui assure un dépôt cathodique dense et homogène. La consommation d'énergie est d'environ 0,3 kWh par kilogramme de métal.
Chaque année, dans le monde, on produit plus de 60 millions de tonnes d'aluminium. C'est le métal sans lequel on n'aurait ni avion, ni smartphone, ni même de fusée spatiale. Mais est-ce que tu savais que pour obtenir une seule tonne d'aluminium, il faut dépenser plus d'électricité que ce que consomme une maison en une année entière? Des fours incandescents aux bains électriques remplis de métal liquide. La production d'aluminium, franchement, ça ressemble plus à de la science-fiction qu'à de l'industrie classique. Prêt à plonger dans ce monde d'énergie, de puissance et de précision? Alors, allons-y. La production d'aluminium, ça commence par l'extraction de la bauxite, qui est le minerai d'aluminium le plus courant dans la nature. La bauxite, en général, c'est un mélange d'hydroxyde d'aluminium, avec des oxydes de fer, de la silice et d'autres impuretés. Pour en extraire l'aluminium, il faut d'abord transformer la bauxite en alumine. Et pour ça, on utilise le procédé Bayer. Le procédé Bayer, ça démarre en broyant la bauxite très finement. Ensuite, ce minerai broyé est mélangé à une solution chaude d'hydroxyde de sodium. On appelle ça la soude caustique, à une température d'environ 200 degrés. Dans ces conditions, les oxydes d'aluminium de la bauxite se dissolvent, formant de l'aluminate de sodium, tandis que les impuretés qu'on ne veut pas, elles, restent sous forme de résidus solides insolubles. C'est la fameuse boue rouge. Après ça, on refroidit la solution obtenue, et l'hydroxyde d'aluminium commence à cristalliser. Ces cristaux, on les filtre et on les lave bien. Ensuite, on les chauffe à très haute température, autour de 1000 degrés, dans des fours spéciaux pour éliminer toute l'eau. Ce qui reste à la fin, c'est de l'alumine pur, une poudre blanche qui est la matière première essentielle pour l'étape suivante, l'électrolyse, qui va nous donner l'aluminium métal. L'électrolyse, c'est le processus clé dans la production d'aluminium, celui qui transforme l'alumine en aluminium métallique. Ça se passe dans des cuves d'électrolyse spéciales, remplies de cryolite fondu. La cryolite, elle sert de solvant pour l'alumine. Elle permet surtout d'abaisser la température de fusion de l'alumine de plus de 2000 degrés à environ 950 degrés, ce qui rend le processus beaucoup moins gourmand en énergie. C'est déjà ça. On ajoute donc l'alumine à la cryolite fondue dans la cuve, où elle se dissout. Puis, on fait passer un courant électrique super puissant à travers ce bain fondu. L'électrolyse va alors casser les molécules en leurs composants, l'aluminium et l'oxygène. Les atomes d'aluminium, qui sont chargés positivement, sont attirés par la cathode. C'est l'électrode négative, située au fond de la cuve. Là, ils se déposent sous forme de métal liquide pur. Pendant ce temps, les atomes d'oxygène sont attirés par l'anode, l'électrode positive faite en carbone. Sur l'anode, l'oxygène réagit avec le carbone, formant du dioxyde de carbone, CO2, qui s'échappe dans l'atmosphère. Cette étape, elle consomme une quantité phénoménale d'électricité. Pour produire une seule tonne d'aluminium, il faut en général environ 15 MWh. C'est pour ça que l'électrolyse est l'un des processus industriels les plus énergivores au monde. L'aluminium liquide, obtenu à la cathode, est ensuite collecté et transporté pour être coulé ou traité. C'est grâce à ce processus qu'on obtient ce métal de haute qualité utilisé dans l'automobile, l'aviation, la construction et plein d'autres domaines. L'aluminium qui sort de l'électrolyse contient encore quelques impuretés, comme du fer, du silicium et d'autres éléments qui pourraient affecter ses propriétés et limiter son utilisation. Pour éviter ça, l'aluminium passe par plusieurs étapes de purification. Première étape, éliminer les grosses inclusions mécaniquement.
On fait passer l'aluminium fondu à travers des filtres spéciaux qui retiennent les particules solides. Ensuite, on le purifie dans des fours de traitement en ajoutant des réactifs chimiques spécifiques qui vont attraper les impuretés restantes. Ces réactifs réagissent avec les impuretés pour former un laitier léger, une sorte d'écume qui flotte à la surface du métal fondu et qu'on enlève ensuite. Deuxième étape, le dégazage. Dans l'aluminium fondu, il peut rester des gaz dissous, comme de l'hydrogène, qui créent des bulles, des porosités, et nuisent à la structure du métal. Pour virer ces gaz, on fait barboter des gaz inertes, comme l'argon, à travers le métal liquide, ou alors on met le bain sous vide. Ce processus assure une structure bien homogène et augmente la résistance du matériau. Dernière étape de purification, le traitement électromagnétique. L'aluminium fondu est soumis à un champ magnétique qui aide à répartir uniformément les particules et améliore encore la qualité du métal. L'aluminium qu'on obtient à la fin est d'une grande pureté, généralement supérieure à 99%, ce qui le rend apte aux applications les plus exigeantes, comme l'aéronautique ou la fabrication de composants électroniques. Avant la fusion proprement dite, l'aluminium, qu'il soit neuf ou recyclé, est nettoyé de ses impuretés et saletés pour garantir la meilleure qualité possible du produit final. Le métal est chargé dans un four où il est chauffé progressivement jusqu'à devenir liquide. C'est important que le chauffage soit uniforme pour assurer l'homogénéité du métal et éviter la formation de films d'oxyde à la surface. La température de fusion de ce métal, c'est 660 degrés Celsius. Pour ça, on utilise généralement des fours à induction ou à gaz. Ça dépend des besoins et de la taille de l'usine. Pendant la fusion, on fait super gaffe à la sécurité. L'aluminium réagit facilement avec l'oxygène de l'air, formant une couche d'oxyde qui peut altérer ses propriétés. Donc, pour protéger le métal fondu de l'air ambiant, on utilise souvent des gaz inertes, comme l'argon, qui créent une atmosphère protectrice dans la chambre de fusion. Ça permet de minimiser les pertes de métal et d'améliorer sa qualité. Malin! Une fois que l'aluminium est complètement liquide, on le maintient à cette température jusqu'au moment de l'utiliser pour le coulage ou d'autres étapes de transformation. Le métal fondu est ensuite versé dans des moules pour créer des lingots qui serviront pour des opérations ultérieures, comme l'extrusion, le laminage ou la fabrication de pièces moulées. Le formage, ou moulage, c'est l'étape où l'aluminium fondu prend sa forme définitive en étant versé dans des moules spécialement préparés. Le type de moule dépend de la pièce qu'on veut fabriquer. Ça peut être un moule en sable, un moule métallique, appelé coquille, ou un moule en graphite. Chacun a ses avantages et ses spécificités. Les moules en sable sont les plus utilisés pour fabriquer des pièces grandes et complexes, ou pour des petites séries. On mélange du sable avec des liants pour créer un moule capable de résister aux températures élevées du métal fondu. Les pièces coulées comme ça ont une surface assez rugueuse, qui demande souvent une finition supplémentaire. Les moules métalliques, ou coquilles, sont faits en métal, comme l'acier ou la fonte, et servent à produire un grand nombre de pièces identiques. Ils garantissent une grande précision et une surface lisse au produit fini. C'est idéal pour les pièces utilisées dans l'automobile ou l'aéronautique, par exemple. Les moules en graphite, eux, sont utilisés pour fabriquer des pièces qui exigent une précision extrême ou une géométrie très complexe, comme dans l'électronique ou pour des composants spéciaux. Le graphite conduit mal la chaleur, ce qui permet de contrôler très finement la vitesse de refroidissement du métal. Chaque année, aux États-Unis, on met au rebut des milliers de vieux transformateurs électriques. Tu sais, ces géants d'acier qui ont fourni de l'énergie pendant des décennies aux maisons, aux hôpitaux, aux usines
Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à l'intérieur de beaucoup d'entre eux se cache une vérité explosive. Les polychlorobiphényles, ou PCB, ce sont des substances toxiques qu'on utilisait pendant des années comme liquide de refroidissement. Aujourd'hui, ils sont interdits dans la plupart des pays. Pourtant, ces bombes chimiques à retardement sommeillent encore tranquillement dans des carcasses abandonnées. Comment les États-Unis se débarrassent-ils de ces appareils? Pourquoi leur démantèlement exige une prudence digne d'un déminage? Et est-ce que certains de ces transfos sont vraiment encore vivants et fonctionnent malgré les interdictions? Reste là, ça va faire du bruit. Les polychlorobiphényles. On s'en servait dans les transformateurs électriques, comme liquide de refroidissement et d'isolation. Ils étaient super populaires depuis les années 1920 jusqu'à la fin des années 1970. Pourquoi? Parce qu'ils résistaient au feu, isolaient super bien électriquement et ne réagissaient pas chimiquement. Cool, non? Ben non, justement. Ces mêmes qualités ont fait des PCB une menace écologique majeure. Ces composés chimiques, ils ne se dégradent pas dans la nature. Ils s'accumulent dans le sol, dans l'eau, dans les animaux et en nous. Ils sont reconnus comme cancérigènes, peuvent perturber le système endocrinien, attaquer le foie, la peau, le système immunitaire. Bref, la totale. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on les a complètement interdits en 1979. Et la mise au rebut des équipements qui en contiennent est devenue hyper réglementée, sous la surveillance directe de l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA. Rien que ça. Alors, comment on sait si un vieux transfo contient ces cochonneries? Deux cas de figure. Si le transformateur est encore branché, ou s'il est trop compliqué et dangereux de le déplacer sans vérifier avant, des spécialistes se rendent sur place. Ils prélèvent un échantillon du liquide, généralement de l'huile, avec une pompe spéciale ou une seringue, en passant par une ouverture de service du transfo. Cet échantillon part ensuite au laboratoire pour analyse. Recherche de PCB. Si le transfo est déjà débranché et hors service, on le démonte, on l'emballe de manière hermétique et on l'emmène dans un centre de traitement agréé ou un labo, où l'analyse sera faite. C'est plus fréquent pour les petits appareils, ou quand on soupçonne que le liquide est vraiment très dangereux et doit être traité dans des conditions ultra contrôlées. Dans tous les cas, la règle d'or, c'est ne jamais rompre l'étanchéité. Faut surtout pas que ces saletés se répandent dans l'environnement. Du coup, tout le processus est méga réglementé. Le type de conteneur, l'étiquetage, les protocoles de sécurité, tout est calibré. Une seule goutte de PCB peut rendre 100 000 litres d'eau impropres à la consommation. Tu imagines le truc? C'est pour ça que tout le processus, de la première goutte d'huile au dernier boulon retiré, est sous contrôle strict et doit être documenté à mort, pour plusieurs organismes officiels. D'abord, on place le transformateur sur une aire spéciale avec un système de rétention secondaire. C'est une sorte de plateforme en béton avec des rigoles et des bacs pour récupérer le liquide en urgence si jamais ça tourne mal. L'air doit avoir un revêtement résistant aux produits chimiques et être complètement isolé du réseau d'évacuation des eaux usées. Ensuite, on enlève les panneaux de protection extérieure du transfo pour accéder à la cuve d'huile. La vidange elle-même se fait avec un système scellé. On connecte des tuyaux au transformateur qui mènent à une pompe étanche. Cette pompe transfère le liquide dans des conteneurs spéciaux, conformes aux normes du département des transports américains pour les liquides dangereux. Un seul de ces conteneurs peut faire 210 litres et a une double paroi pour éviter toute fuite. La pression à l'intérieur du système est contrôlée automatiquement pour éviter les débordements ou une dépressurisation brutale. C'est pas du bricolage, hein?
En moyenne, un vieux transformateur contient entre 100 et 600 litres d'huile. Et si cette huile est contaminée au PCB, eh bien, tout le volume est considéré comme toxique. Un niveau de contamination supérieur à 50 parties par million, ppm, c'est classé matière toxique. Et ça exige un traitement très spécial. Dès qu'ils sont pleins, les conteneurs sont fermés hermétiquement, étiquetés et pesés. Ensuite, direction des usines certifiées pour l'incinération à haute température ou la neutralisation chimique. Une fois l'huile vidangée, la carcasse du transformateur est rincée à fond, plusieurs fois, parfois avec des solvants ou des absorbants. Et tout ce liquide de rinçage est aussi collecté dans des conteneurs spéciaux, évidemment. Bref, se débarrasser d'un transformateur, c'est comme désamorcer une bombe. De l'extérieur, ça a l'air d'un tas de ferraille. À l'intérieur, c'est du poison qui met des décennies à disparaître. Faut savoir où va chaque boulon, parce qu'une erreur, ça peut coûter la santé ou $1 million d'amende. Bon, voilà. Le transformateur est là, vidé de son liquide toxique. Les saletés chimiques ont été pompées, les conteneurs sont partis. Maintenant, il reste cette énorme boîte de métal, avec des bobinages, des fils et tout un tas d'autres trucs à l'intérieur. Les carcasses de transfo, ça va de 200 kg à plusieurs tonnes. Ça dépend de la taille et du type. Un transformateur haute tension, par exemple, c'est un monstre. Le démantèlement commence. On enlève ce qui reste d'isolant. On dévisse les panneaux extérieurs. On sort les bobinages en cuivre ou en aluminium. On extrait le noyau magnétique. Tout ça, ça peut être fait par une équipe de 2 ou 4 personnes, avec une grue si le transfo est balèze. Certains éléments sont découpés, à la disqueuse, au chalumeau ou avec une presse industrielle. Mais toujours avec l'équipement de protection complet, parce que des résidus de PCB ont pu s'incruster dans le métal ou le caoutchouc. Faut pas déconner. Une fois que le transfo est découpé en morceaux, on trie tout par catégorie. Le cuivre ou l'aluminium des bobinages, ça part dans la catégorie métaux non ferreux. C'est souvent recyclé. L'acier, les éléments de la carcasse, ça va dans les métaux ferreux. L'acier et la carcasse sont généralement recyclés, à condition qu'ils ne soient pas contaminés par les PCB ou d'autres saloperies toxiques. L'acier propre repart vers les aciéries, où il sera refondu et réutilisé, dans le bâtiment, l'automobile, l'électroménager, etc. Les matériaux isolants, les peintures, les joints d'étanchéité. Eux, ils sont classés comme déchets dangereux et sont parfois incinérés dans des fours spéciaux. Et toutes les pièces où il pourrait rester des traces de PCB, même dans des micro-fissures ou des matériaux poreux, celles-là, c'est direct dans des conteneurs hermétiques pour être incinérées ou enfouies dans une décharge pour déchets dangereux. Pas de quartier. Chaque type de matériau a sa propre feuille de route. Des documents, des étiquettes, des codes. C'est une vraie logistique de guerre. Tout ce qui reste après le démantèlement et le tri est transporté vers des installations certifiées. Il n'y en a pas des masses aux États-Unis, parce que c'est un boulot dangereux. Ça peut être des incinérateurs, des usines, où on brûle tout à très haute température, genre 1200 degrés Celsius. Ou alors des décharges souterraines spéciales, où les déchets sont isolés hermétiquement pour des dizaines d'années. Pour le transport, c'est uniquement des camions spéciaux. Étanches, avec GPS, et tous les conteneurs portent l'étiquette HAZMAT, pour Hazardous Material, matière dangereuse. Les chauffeurs ont une licence spéciale, les itinéraires sont approuvés par les autorités. Tout est suivi à la trace. On ne rigole pas avec ça.